journée enchantée à partager avec vous, chers téléspectateurs. Bon matin à tous de réveil et bienvenue à votre matinale pour ce mardi 23 mars 2021 où nous aurons à affranchir, en tout cas au détour de plusieurs échanges, à parler de divers sujets qui assurément vous apporteront une plus-value quant à la perspicacité, à l'expertise de nos intervenants dans quelques instants. Mais avant, vous savez qu'il faut parcourir ce chemin toujours à deux pour aller loin. Bonjour Alix, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans Matin Bonheur. Et oui, porter encore le parfum du bonheur avec cette émission et surtout avec un programme, comme Alix l'a si bien signifié. C'est un beau condensé que nous allons avoir pour vous aujourd'hui. Il y aura du sport, il y aura les infos, il y aura le petit-déj, sans oublier qu'à partir de 7h, et oui, nous allons entrer dans la phase très importante de notre émission, Alix, ce sont nos sujets. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous le savez, hein, à la deuxième heure, nous épiloguons sur plusieurs échanges. On aura Madame Georgette Kouassi-Bouan pour le Code citoyen qui viendra nous parler de la citoyenneté, de l'éducation. Qu'est-ce qu'on en fait de tous nos manuels scolaires de l'ECM? Comment cela a muté jusqu'à aujourd'hui et quel est véritablement l'impact que cela a sur la société? On va en parler dans quelques instants. Après quoi, on aura à recevoir, bien sûr, Monsieur Landry Couillot. Oui, avec M. Landry Couillot, bien sûr, nous allons parler des responsabilités hospitalières et médicales. Voilà, c'est un sujet très important. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a ces erreurs-là que nous constatons, bien sûr, dans nos hôpitaux, ça et là. On en parlera, bien sûr, avec notre consultant. La responsabilité médicale et hospitalière, eh bien, c'est tout ceci que nous allons proposer aujourd'hui pour vous permettre de passer un bon petit moment dans Matin Bonheur. Et on va démarrer dans quelques secondes avec la couleur du temps, Alix. Tout à fait. Je suis sûre que le temps est tout joyeux parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la météorologie. On va y revenir. À tout de suite. Mesdames et messieurs, les régions du sud forestier et du littoral seront intéressées tôt le matin par la présence de quelques nuages denses qui pourraient occasionner des pluies localisées. Par la suite, le temps deviendra partiellement nuageux. Les régions de l'ouest, de l'est et du nord seront eux aussi généralement nuageuses avec quelques pluies localisées. Le soleil fera progressivement son apparition par la suite. Ailleurs dans le pays, le temps sera partiellement nuageux. Côté température, on retrouvera 23 degrés à Bangourou, 24 à Abidjan et à Aziaké, 23 degrés à Bondoukou, 22 à Boaké, 24 à Bouna et Bundiali, 23 degrés à Daloa, Timbokro et Gagnoa, 24 à Guiglo et Korogo, 23 à Mans, 24 degrés pour Odiéné, San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé. La ville de Touba affichera 22 degrés, enfin 23 à Yamoussoukro. Un début d'après-midi relativement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays. Toutefois, des formations de nuages à caractère orageux se présenteront sur les régions du littoral et du sud forestier. Cette situation pourrait y entraîner des averses de pluie en milieu ou en fin d'après-midi. En fin de période, les régions de l'ouest et du centre-ouest pourraient observer des orages isolés accompagnés d'averses de pluie. Les régions du nord seront généralement nuageuses avec de faibles intrusions de vent sec. Au cours de l'après-midi, les températures afficheront 34 degrés à Bangoro, 31 à Abidjan et à Adiaké. La ville de Bondoukou affichera 36 degrés, 33 à Boaké, 36 à Bouna, 35 degrés à Bundiali, 33 à Daloa, 35 à Dimbokro. La région du Gao affichera 34 degrés également pour la ville de Guiglo, 37 à Korogo, 34 degrés à Mans, 37 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou. On aura 33 degrés à Tiasalé, 35 à Touba et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Ainsi s'achève ce bulletin d'information météorologique. Merci pour votre aimable attention. Très bonne journée à tous.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On démarre avec les hommages au Premier ministre Ahmed Bakayoko. De décembre 2010 à juillet 2018, Ahmed Bakayoko a occupé la fonction de ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Un moment mis à profit pour apporter d'importantes réformes dans les collectivités. Des réformes qui ont porté des fruits aujourd'hui pour le bon fonctionnement des mairies et des régions. À titre d'exemple, la revalorisation salariale des agents municipaux et régionaux et surtout l'augmentation du nombre de communes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces élus locaux se souviennent des efforts du ministre d'État d'alors pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Vous les entendrez dans nos prochaines éditions. La communauté ivoirienne en Afrique du Sud, avec à sa tête l'ambassadeur Sakaria Koné, rend hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le deuil national a été respecté dans cette représentation diplomatique ivoirienne. C'est ce que nous rapporte Didier Nguessan. Ambassade de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. L'instant est solennel. Son Excellence Sakaria Koné, entouré de ses collaborateurs, assiste à la mise en berne du drapeau ivoirien en présence de la communauté ivoirienne en Afrique du Sud. Une cérémonie militaire qui fait suite au décret présidentiel du 11 mars dernier portant déclaration de 8 jours de deuil national en raison du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Sur l'hymne national, l'abidjanaise, le drapeau est d'abord hissé en haut du mât. Ensuite, il est abaissé à mi-hauteur et hors d'atteinte. Symbole de deuil, la mise en berne du drapeau intervient en cas d'événement tragique. Elle est exécutée aussi bien sur le territoire national que dans les représentations diplomatiques. 2 cas d'effondrement d'immeubles en un mois dans la commune de Cocody, dont un avec une dizaine de pertes en vie humaine. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Namagné-Koné, était sur les lieux de ces 2 sinistres ce lundi 22 mars 2021. Il est allé toucher du doigt la réalité de ce drame et réconforter les victimes. Le ministre a profité de cette occasion pour appeler les maîtres d'ouvrage à plus de civisme et de responsabilité dans la construction des bâtiments. Après 7 ans d'attente dues aux crises financières que la société d'État Sikoji a traversées, les souscripteurs de la cité programme Concorde 3 à Bobo PK 18 ont reçu les clés de leur maison. Cheikh Koné. Le 1er octobre 2020, 36 appartements avaient été livrés à leurs propriétaires, ce qui représentait la première vague d'acquéreurs entrant en possession de leurs biens immobiliers. Tout comme à la première vague, les acquéreurs de cette seconde vague n'ont pu cacher leur joie et leur émotion d'être propriétaires après 7 ans d'attente. Ma joie, vraiment, elle est indescriptible. Oui, j'avoue sincèrement que je suis heureux. Je suis à la retraite et j'ai une maison. J'ai essayé de panier, j'ai essayé de lancer des projets. Non. Donc je me suis dit que le moment n'était pas arrivé de chercher à acquérir une maison. Et c'est quand j'ai fini de travailler, j'ai arrêté de travailler et que Dieu a permis que je puisse avoir l'appartement. Je félicite mon mari d'abord qui m'a offert une grande maison. Un toit à Abidjan, c'est pas facile. Donc je suis très heureuse. La remise symbolique des clés aux acquéreurs de la deuxième vague du programme Concorde 3 s'est faite en présence du directeur général adjoint de la Sikoji, qui a rassuré l'ensemble des souscripteurs de ce programme. Chaque fois, comme l'avait dit notre directeur général, M. Boaké Fofana, en octobre dernier, chaque trimestre, nous allons donc avoir en moyenne une vingtaine, trentaine de logements, de clés à remettre aux acquéreurs, jusqu'à l'achèvement complet du programme Concorde. Le programme Concorde 3 est un ensemble de 376 logements repartis dans des triplex et des immeubles R+4. Il est situé dans la commune d'Abobo, au quartier PK18, sur la route d'Anyama. Lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. L'ONG Les Amis de San Pedro, qui fait la promotion du cacao ivoirien en Europe, sensibilise les producteurs. Une rencontre a eu lieu dans le village de Bida, dans la sous-préfecture de Gabiadji. Le compte-rendu de Sam Conan. Dans le village de Bida, dans la sous-préfecture de Gabiadji, les producteurs de cacao ont été sensibilisés sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Pour le président de l'ONG Les Amis de San Pedro,
qui fait la promotion du cacao ivoirien en Europe, il faut faire la part des choses. Un enfant peut aller au champ, mais il y a des tâches légères. C'est ce qu'on appelle le travail socialisant. Même en Europe, même les enfants en 3e, ils font des stages dans les entreprises pour apprendre le travail socialisant. Nous en faisons ici aussi dans le cacao. Un enfant ne peut pas faire l'abattage des arbres, il ne peut pas faire le dépouchage, il peut aider au piquetage. Ça, c'est des tâches légères. Et ça lui permet de comprendre la vie. Et puis quand il va à l'école, il devient plus fort. Parce qu'après, il peut être l'héritier de la plantation de son papa pour pouvoir pérenniser le cacao. Le fait de venir nous dire que nos enfants ne doivent pas travailler assez dur dans nos plantations, nous pensons que c'est une bonne chose. Il faut sensibiliser dans ce sens-là. Les enfants ont le droit d'aller à l'école. Le cacao ivoirien, de la pépinière à la fabrication du chocolat, en passant par la cueillette, l'écabossage et le séchage, un film documentaire retraçant le processus présenté aux élèves qui ont eu l'occasion de déguster du chocolat et de recevoir des ouvrages. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en phase de transformation de sa masse de cacao. Donc il faut bien des consommateurs. Donc ces enfants ont apprécié le chocolat qu'on leur a donné, ça leur donne goût au chocolat. Et en plus, on leur a appris les vertus du chocolat. Le chocolat qu'on nous a partagé, c'était bien. Et c'était de la bonne qualité. Arrivé à la maison, je vais dire à mes parents que le matin, chaque jour que je me réveille avant de revenir à l'école, mon petit déjeuner qui me donne du chocolat. Le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, soucieux de la santé des producteurs de cacao du village de Bida, leur a remis un lot de médicaments et du matériel médical. Retour de l'information à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on sera toujours avec vous. Merci à Régis Kofi. Voilà, 7 h. L'actualité reviendra dans Matin Bonheur. Allez, la suite dans cette émission, c'est du sport. Séance d'étirement maintenant en compagnie du coach Marie-Noël et c'est dans le fitness. Et voilà, quelques petits exercices relaxants qui nous permettent ici de nous doter d'une flexibilité utile pour pouvoir se mouvoir et effectuer les mouvements en toute sérénité. Alors lui, il a une sérénité imperturbable chaque fois à l'annonce de différents titres qu'il décrypte pour nous. C'est bien sûr M. Renaud Covia qu'on reçoit tout de suite et maintenant dans la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Alors on commence avec la ministre Kandia Camara qui rend hommage à Ahmed Bakayoko. Oui, pour la ministre de l'Éducation nationale, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme, artisan de paix et de concorde, qui aura joué un rôle majeur dans le dialogue politique et dans le climat de paix dans lequel s'est déroulée l'élection législative du 6 mars 2021. Et les hommages furent toujours un autre hommage rendu au défunt Premier ministre dans cette revue de presse. C'est l'hommage du quotidien Le Patriote. Oui, le confrère qui n'en finit pas de pleurer son fondateur lance à sa une de ce jour, Ambak, une leçon de vie et pour l'aider dans son œuvre de magnification de l'ex-Premier ministre. Le Patriote relaie les témoignages et propos de proches d'Ahmed Bakayoko tels que les ministres Kandia Camara, Kobinan Kwasi Adjoumani ou encore Brice Kwasi. Et après le décès du Premier ministre, qui pour lui succéder à la primature? Oui, passé la période du deuil, s'impose à présent la réalité de la gestion quotidienne des affaires de la République. Ainsi, pour reprendre le flambeau d'Ahmed Bakayoko à la primature, l'Inter livre en exclusivité des pistes sur la personne qui pourra occuper le poste de Premier ministre. À côté de la primature, le confrère révèle aussi l'identité de la personne qui est pressentie pour lui succéder à la mairie d'Abobo, où il était le premier magistrat. Et les élections législatives du 6 mars 2021, avec son corollaire d'action, le Conseil constitutionnel a démarré l'examen des recours qui lui ont été soumis dans le cadre du contentieux électoral. Oui, ouverte depuis hier, cette phase du contentieux va permettre au juge constitutionnel de passer au peigne fin tous les recours qui lui ont été soumis après les législatives du 6 mars 2021. Découvrez dans l'expression de ce jour les dates des audiences et les zones concernées par ce contentieux électoral. Et un sujet qui fait grincement de dents actuellement dans notre pays, effondrement d'immeubles en cascade, le gouvernement et le ministre Bruno Koné vont sévir.
Oui, c'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan suite au drame qui s'est produit récemment à Nono, ici dans la commune de Cocody, où un immeuble en construction s'est effondré, faisant plusieurs victimes. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est rendu sur les lieux et selon Bruno Nabagné-Koné, 80% des constructions dans le district d'Abidjan ne disposent pas de permis de construire. Il a indiqué que désormais, tous ceux qui agiront en dehors du cadre légal seront sévèrement punis. Et elle nous impose encore sa présence, la Covid-19, avec les cas de contamination qui sont en forte hausse dans notre pays. Oui, c'est ce qu'indique le docteur Aka Awele. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, notre pays a atteint un pic de contamination qui est assez inquiétant. En croire le premier responsable de notre santé, à la mi-mars, les cas de nouvelles contaminations étaient plus élevés que ceux du mois de janvier. Et le ministre de la Santé, qui a fait cette déclaration hier à son cabinet, a profité de l'occasion pour recommander à nouveau aux populations de continuer à observer les mesures barrières. Et Covid-19, on en parle toujours, mais cette fois-ci, le fonds Covid-19 octroyé par la FIFA, eh bien, les clubs ivoiriens passent à la caisse. Oui, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football va distribuer les 170 165 000 francs CFA octroyés par la fêtière mondiale du football dans le cadre de la subvention accordée par celle-ci aux clubs ivoiriens qui, à l'instar de leurs congénères un peu partout dans le monde, ont dû mettre en veilleuse leurs activités au plus fort de la pandémie et sont concernés par cette manne financière, les clubs de Ligue 1, Ligue 2, ceux de D3, du championnat de football féminin et les 5 meilleurs centres de formation au niveau national. Et une petite rallonge avec le sport pour terminer cette revue de presse. Les éliminatoires de la CAN 2021, le Tchad disqualifié par la CAF. Oui, la décision est tombée hier. La Confédération africaine de football a disqualifié l'équipe nationale de football du Tchad du reste des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Cette décision a été motivée, selon les responsables de la CAF, par l'ingérence du gouvernement tchadien dans les affaires de la Fédération locale de football à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a ôté à la Fédération tchadienne de football récemment tous ses pouvoirs. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Angeval. Et excellente journée. À vous pareillement. Juste après, ça sera quoi? Le repos ou on... Ah non, on continue à travailler. On continue à travailler. Pas, oui. J'allais t'inviter à prendre le petit-déj, mais bon, peut-être après. Mais on peut manger avant de prendre le bout. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Merci beaucoup, vous l'aurez compris. Bonne journée. On passe au petit-déj dans quelques secondes. À table donc pour ce premier repas de la journée qui nous est proposé aujourd'hui encore par la chef Awa Cléban, avec qui on prend beaucoup de plaisir depuis un certain moment à parler de mets typiques et qui sortent de ces belles cuisines. Bonjour chef. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Bonjour, bienvenue. Alors c'est quoi la recette du jour? Aujourd'hui nous avons la jardinière de légumes avec des boulettes de poulet, de volaille. OK. Plus précisément, c'est vrai que les boulettes, on sait que bon, avec de la volaille, de la viande blanche et tout. Oui, de la chair blanche. Ouais. Concrètement, entrons dans votre cuisine et puis dites-nous tout concrètement. Qu'est-ce qu'on a dans votre assiette? Dans notre assiette ici, on a des légumes tels que des brocolis, carottes, pommes de terre. C'est le mélange de ça qui fait une jardinière. Avec des boulettes de volaille. Nous avons pris des escalopes, des blancs de poulet que nous avons hachés à la machine et assaisonnés. L'assaisonnement dépend toujours de la personne en fait qui est dans la cuisine. D'autres aiment plus épicé comme légèrement. Et là, j'ai fait selon mon goût. Et selon votre goût, qu'est-ce que ça donne? Selon notre goût, j'ai mis plus la base en fait, le sel, poivre, l'assaisonnement et le thym, qui a un épice aussi. Alors, vous parlez de légumes. Est-ce qu'on utilise forcément ce que vous avez utilisé? On peut utiliser d'autres légumes. On peut faire ce qu'on a envie de faire chez nous à la maison, mais toujours avec... des légumes. Toujours de la volaille. Hein, oui. Effectivement. Avec des légumes, comme ça peut être avec de la viande aussi, des boulettes de viande. Okay. Ça dépend de la personne. Si tu aimes plus du poulet, vous allez avec du poulet. Si c'est plus de la viande, vous pouvez faire avec la viande. Ici, je présente un plat beaucoup vitaminé. Parce que là, maintenant, on mange beaucoup gras. Donc, on fait l'effort de suivre un régime. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime les légumes. Donc, c'est quand même difficile. Donc, si vous ne supportez les pas... Les brocolis que vous nous présentez, là, les enfants sont très réfractaires effectivement.
à ce légume-là en particulier. Pourtant, il est très bon. Il est très bon. Mais à la vue, il est attirant, mais ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Donc, si vous n'aimez pas, par contre, les brocolis, vous pouvez aller avec la carotte et la pomme de terre. Il y a de l'haricot vert, ça dépend de vous. En sorte que ça soit des légumes. D'accord. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on fait les boulettes? Oui. Les boulettes, comme j'ai dit, vous assaisonnez la chair de poulet. Quand vous finissez, vous faites les boulettes, des boules en fait. Vous passez un filet d'huile dans la poêle, vous saisissez légèrement les boulettes et puis vous pouvez les terminer au four ou soit continuer à la poêle. Vous retirez l'huile, vous remettez les boulettes dans la poêle et vous aspergez d'un peu d'eau. En moins de 5 minutes, la chair blanche cuit très vite. D'accord, c'est une belle astuce là que vous venez de nous partager, surtout à nos téléspectateurs. J'ai envie d'aller beaucoup plus en amont. Là, on a de la viande blanche, c'est donc du poulet. Le poulet, on le visualise avec tous ses membres. Hein. Donc, comment finalement on réussit à sortir, à tirer le blanc de tous ces os-là? C'est une technique, hein? Oui, c'est une technique. Dommage qu'on n'a pas de poulet pour, oui, mais on va essayer montrer. Donc, voilà. Effectivement, vous prenez le poulet, vous le mettez sur le dos. Donc, la poitrine se trouve en face de vous. Et là, vous enlevez d'abord la peau du poulet et vous passez le couteau entre les os pour lever le filet, l'escalope de blanc. Le blanc de poulet, en fait, c'est ça qui est l'escalope. D'accord. Très bien. En tout cas, voilà une belle technique, hein. Généralement, il y a des personnes qui disent que pour faire des boulettes, il faut ajouter de la farine et tout pour que ça soit vraiment très opaque. Bon, moi, je n'ai pas ajouté de la farine. Oui. Ça dépend. Si vous voulez que ça soit franchement plus... Ça durcit, en fait, les boulettes. Donc, si vous voulez quelque chose de plus ferme, vous pouvez ajouter la farine, comme vous pouvez faire normalement. C'est selon le choix. Il y a d'autres qui ajoutent aussi la chapelure. Oui. Justement, en termes de goût, la chapelure, c'est vraiment une autre déclinaison hein, pour apporter du croustillant? Oui, effectivement. D'accord. Et là, on a une belle assiette. Vous savez que nous, on a tendance à se dire qu'on peut avoir cette présentation-là, mais on peut la décliner avec d'autres ingrédients. Ma foi, le brocoli, il n'est pas tellement accessible à tous. Hein. Donc, avec nos légumes du marché, qu'est-ce qu'on peut réussir à faire pour avoir une jardinière? Une jardinière, c'est quoi la base? La jardinière, ce sont les mélanges de légumes, en fait, qu'on appelle la jardinière. Effectivement, quand on dit la jardinière, on n'a plus besoin de dire des légumes. On sait qu'une jardinière, c'est le mélange de plusieurs légumes. D'accord. Donc, si nos téléspectateurs ou téléspectatrices se rendent à un restaurant, quand on parle de jardinière, tout de suite, il faut se dire que c'est un mélange de légumes. Il faut être averti sur c'est ce qu'on commande. Mais la majorité des restaurants, maintenant, sur les cartes ou les menus, quand ils précisent forcément en bas, si on vous dit jardinière, en bas, vous avez plusieurs légumes que souvent, vous avez la possibilité de faire le choix de ce que vous voulez. D'accord. Et c'est en entrée, c'est en petit-déj ici, sinon en entrée aussi? En petit-déj, en entrée comme en plat. Ça peut être un accompagnement sans les boulettes, avec peut-être un steak ou un filet de poisson. D'accord. C'est vrai que les légumes, ça passe avec tout finalement. Effectivement. Et en garniture, on part sur quoi? Où ça va en garniture, comme j'ai dit. D'accord. Avec la protéine, peut-être comme du filet de bœuf ou du filet de poisson. Très bien. Très bien. En accompagnement? Oui. Oui, oui. Il n'y a pas de sauce à côté? Non, pas de sauce. On évite un peu. Je trouve que maintenant, on mange vraiment gras. Donc, quand on fasse l'effort, c'est vrai que tout le monde n'arrive pas à manger les légumes, mais c'est quand même bon pour la santé et beaucoup vitaminé. C'est clair que le mélange en bouche, ça crée du jus. Effectivement, les légumes sont cuits, bien assaisonnés. Vous n'avez pas besoin encore d'en ajouter, je pense. On ne peut même pas se permettre une petite vinaigrette, là, non? Puisqu'elles sont déjà sautées à la poêle, avec un filet d'huile, sel, poivre, bon, ça dépend. Tout le monde peut faire selon son goût, mais la base, je pense que manger sain, c'est vraiment important. Je sens que vous êtes très attaché au bio ce matin. Oui. Alors, chef, je suis sûre qu'il y a Tanti Laure ou Tanti Marianne quelque part à Abidjan ou à l'intérieur du pays qui se dit mais tout ça, on ne peut pas le mettre dans un pain et puis le manger, faire un sandwich avec. Non, pas possible. Si, c'est possible. D'accord. Puisque nous mangeons ici l'avocat avec du pain. Le pain pourquoi condiment, pas? Franchement, on peut... Effectivement, mais comme on dit, 80% de la population n'est pas trop légumes. Ils sont plus pommes de terre. Bon, légumes, c'est-à-dire qu'ils sont plus
pas jardinière en fait. Légumes, genre quand ils viennent d'un restaurant, pommes de terre, soit patates. Mais genre le mélange de légumes, c'est pas vraiment tout le monde qui arrive à manger. Je pense que ce sont des choses, on doit habituer cela aux enfants déjà tout petits. Effectivement. Pour qu'on puisse vraiment grandir avec cette habitude de manger des légumes. Parce que comme vous l'avez dit, c'est pas tout le monde qui aime les légumes. Ouais. C'est clair. Et à vous entendre, c'est sûr que vous êtes quand même engagé à inculquer aux uns aux autres à consommer les légumes. C'est quoi votre tactique finalement quand vous recevez les clients? Bon, comme on le dit, c'est pas tout le monde qui aime des légumes. Oui. Donc vous pouvez soit couper en petits dés pour essayer de faire un mélange. Là, ça donne un peu plus. Mais en gros dés ou en tranches, c'est quand même difficile. Donc, pour encourager le client, on essaie de découper plus petit, finement, essayer de plus décorer l'assiette, franchement. Même si vous n'aimez pas les légumes, en voyant, ça vous attire, en fait. Donc, c'est ça ma tactique. C'est bien. En tout cas, il y a une pédagogie derrière la cuisine que vous faites, de quoi inciter les personnes à consommer véritablement les légumes. À entendre le nom, eh bien, ne cherchez pas loin. C'est tout simplement du poulet, du poulet, voilà. Puisqu'on parle de boulettes de volaille, donc, et la jardinière. La jardinière, ce sont des légumes. On va vous inciter à consommer des légumes chez vous à la maison. C'est aussi important. Très important. Et on peut rappeler rapidement ce qu'on a dans l'assiette pour ceux qui nous prennent maintenant en marche, ce qui va me tenir vraiment, parce que nos téléspectateurs ils sont très assidus. Hein. Mais dans l'assiette, actuellement, nous avons un mélange de légumes tels que brocolis, carottes, haricots verts et pommes de terre. Très bien. En tout cas, c'est une belle assiette, de belles couleurs, avec de bonnes vitamines. Et on va se souhaiter un très bon appétit. Merci. Merci beaucoup à vous, chef Cléban. Voilà, elle est avec nous très souvent pour vous présenter ces mets. Ce sont des choses rapides que vous pouvez faire à la maison, tout simplement. Aujourd'hui, on parle de boulettes de volaille et de jardinière. Donc, rapidement, le matin, avant de sortir de la maison, on peut se permettre cela, ou même en entrée. Et voilà, ce sera très important et puis très bon pour vous aussi parce qu'il y a plein de vitamines. Merci de nous rejoindre. Au Congo-Brazzaville, la mort lundi de l'opposant Guy-Brice Parfait Kolela, principal rival du sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle, a apporté une note d'imprévu à ce scrutin où le chef de l'État a mis sur une réélection au premier tour. À l'annonce de sa mort, au lendemain du vote, la situation était calme et la circulation normale à Brazzaville, où les résultats sont attendus dans la semaine. La commission électorale a promis de premières tendances dans la journée. De nombreux Tanzaniens se sont rassemblés samedi pour rendre un dernier hommage au président défunt John Magufuli qui avait constamment minimisé l'épidémie de Covid-19 dans son pays. La cause officielle de son soudain décès, une crise cardiaque, a été remise en cause par l'opposition. Au Gabon, les athlètes paralympiques s'entraînent avec les moyens du bord, malgré des moyens très limites. 3 athlètes paralympiques gabonais rêvent des Jeux qui doivent se dérouler cet été à Tokyo, au Japon. Réaction. Les cas je travaille, elles ne sont pas très adéquats. Du coup, j'aimerais bien que la fédération, le gouvernement prennent un peu part sur les sportifs. Parce que je m'entraîne avec les moyens de bord, en fait. Il n'y a rien. Je me débrouille comme un vrai Gabonais. Le matériel qu'il faut, on n'en a pas. Pour proprement le dire, on n'en a pas. Il y a un manque de matériel. Donc, pour les entraînements, pour une performance assez efficace, vraiment, c'est compliqué. Il y a certainement des problèmes de trésorerie, certainement, bon, je suppose. Et certainement la méconnaissance de notre discipline qui a besoin d'être regardée. Parce que l'handisport, c'est d'abord la socialisation pour l'autonomisation de la personne handicapée. Atlanta, New York, Washington, des milliers d'Américains ont manifesté ce week-end contre le racisme anti-asiatique après les fusillades meurtrières dans des salons de massage de Géorgie. Interpellé mardi après avoir ouvert le feu dans 3 salons de massage asiatiques d'Atlanta et sa banlieue, Robert Aaron a reconnu les faits et a été inculpé de meurtre.
Lors de son interrogatoire, elle a nié tout mobile raciste, se présentant comme un obsédé sexuel désireux de supprimer une tentation. Matin Bonheur se poursuit. Merci à toutes et à tous. Très belle journée à vous. Nous allons avoir un premier invité dans cette deuxième phase, bien sûr, de Matin Bonheur. Allez, on part avec Digital dans quelques instants. Et voilà, e-Digital aujourd'hui avec un des membres très emblématiques de notre direction marketing et digital, Paulus Agathon, social media manager. Bienvenue, bonjour chers collègues. Merci Alix, bonjour à toi, bonjour Anjoal, bonjour à tous. Bonjour Paulus. Alors, on parle aujourd'hui des opportunités qu'offrent les MOOC. Tu vas nous dire ce que c'est spécifiquement et puis comment cela peut apporter quelque chose aux uns aux autres. Donc, on va démarrer par la définition d'usage. C'est quoi un MOOC et non pas une affinité ou une attirance? D'accord. Alors, il faut savoir que le MOOC, en fait, c'est une abréviation anglaise et en français, ça signifie cours massif et ouvert en ligne. Donc, il faut savoir de façon générale que c'est des formations qui sont dispensées en ligne, tout simplement. Voilà. D'accord. Et que changent les MOOC dans l'apprentissage de tout le monde? Dans l'apprentissage classique, on a été habitué à se lever le matin, aller à l'école, revenir à midi ou le soir. Oui. Aujourd'hui, avec les MOOC, on a la possibilité de rester chez soi, dans son lit ou à la maison, juste devant son écran. On peut même être dans la rue et pouvoir bénéficier de formations. Et la particularité, c'est qu'avant, il y avait déjà des formations en ligne qui existaient, mais dont les coûts étaient quand même un peu exorbitants. Avec les MOOC, on a cette facilité d'accès, puisque les coûts sont, j'ai envie de dire, démocratisés. D'accord. Alors, c'est une véritable aubaine finalement, parce que cela permet de pouvoir suivre des cours qui, d'ordinaire, pourraient être pas accessibles. Mais c'est sûr qu'il faut quand même des prérequis pour pouvoir participer et vraiment bien suivre. C'est quoi ces prérequis-là? Alors, tout va dépendre des MOOC que vous souhaitez suivre. Si vous souhaitez suivre, par exemple, un MOOC dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication, on vous dira qu'il faut peut-être avoir fait tel niveau de formation classique. Mais pour toute autre formation, comme par exemple la gestion de projet, qui est d'ailleurs le premier MOOC auquel j'ai participé, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme académique. Déjà, le premier cycle suffit. Voilà. Déjà comprendre le français et quelques bases de façon classique comme ça pour pouvoir bénéficier de la formation. Et ça va dépendre vraiment du domaine de formation que vous choisissez, on va dire. Voilà. Est-ce que des MOOC, on en a en Côte d'Ivoire, sur le continent? Sur le continent, oui, mais pour revenir à un autre pays, la Côte d'Ivoire, dernièrement, il y a l'Agence française du numérique en partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui a déployé une série de MOOC. Donc désormais, les Ivoiriens proposent des MOOC, des formations en ligne. Déjà, il faut dire que l'Université virtuelle, elle, déjà, son programme de formation était basé sur des programmes en ligne. Donc les MOOC sont tout simplement d'un appui naturel. Alors, ces modules de formation-là se retrouvent dans des domaines libres ou c'est vraiment réservé à de l'académie structurelle? À la base, en fait, quand ils ont été lancés, les domaines concernés étaient essentiellement ceux en rapport avec la technologie, la science. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de domaines qui intégraient les MOOC, notamment le domaine du droit. On a également d'autres filières. La finance oui, la finance également. Des domaines assez variés, énormément variés. Parce qu'il y a 5 ans, les MOOC qu'on avait sont aujourd'hui bien différents. Voilà. Les MOOC, on rappelle des cours en ligne que nous avons. Je reviens un peu sur la question d'Alix de tout à l'heure. Est-ce que tout le monde peut participer à des MOOC? Est-ce qu'on peut se permettre de participer à des MOOC aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on peut se permettre de participer à des MOOC? Comme je le disais, ça va dépendre du MOOC auquel vous souhaitez participer. Par exemple, je prends mon cas, quand je participais pour la première fois au MOOC sur la gestion de projet, ils ont juste demandé d'avoir un niveau premier cycle. Oui. Donc, pour d'autres MOOC, comme par exemple le développement d'applications, parce qu'il y a des MOOC où on va vraiment de bout en bout, donc
le terme informatique qui est utilisé, on dit la formation pour les nuls. Pas que les gens sont aussi nuls que ça, mais pour dire qu'on part de rien vraiment pour aboutir à quelque chose. Et ce type de formation est accessible à tout le monde. Mais vous avez des formations bien orientées où on vous dit que si vous n'avez pas telle base, c'est pas évident de pouvoir participer au programme en fait. Mais les coûts aussi. Les coûts, on a des MOOC qui sont gratuits et on a d'autres qui sont payants. Payants dès la base, et parmi ceux gratuits, on a des MOOC où, à la fin de votre formation, vous n'avez pas de certificat, quelque chose qui atteste d'une certaine formation dans le domaine. Et on a d'autres où vous suivez la formation gratuitement et à la fin, vous payez quelque chose qui commence à partir de 15 $, environ 10 000 francs, juste pour avoir un certificat pour dire que vous avez reçu une formation adaptée. Et en Europe, aux États-Unis, ces certificats-là ont grande valeur, donc ce qui permet aux gens de se réorienter très facilement. En Afrique, c'est un peu compliqué, mais on a encore des entreprises qui recrutent pas forcément sur la base de la formation, mais sur la base du talent, et les MOOC peuvent être d'une grande valeur dans ce contexte. C'est très important ce que vous dites, parce que depuis un certain moment, on a des slogans comme les bonnes personnes aux bonnes places. Cela passe nécessairement par un renforcement de capacité dans différents domaines. Du coup, les MOOC sont une aubaine pour pouvoir se former et se reconvertir dans une fonction. Bon, je ne vais pas traiter le sujet. Je vais poser ma question. C'est clair que les niveaux sont stratifiés. Hein. Tu viens de nous dire il faut par exemple un premier cycle, un second cycle et ainsi de suite. Mais la base, c'est quand même la manipulation de l'outil. Tout à fait. Dans ce cas, comment on fait? Il faut être à l'aise avec l'outil informatique. Au départ, les smartphones n'étaient pas très démocratisés, donc il fallait à la base savoir utiliser un ordinateur. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec les smartphones, même des personnes qui ne savent pas forcément manipuler des ordinateurs ont acquis une certaine expérience en termes d'utilisation de l'outil numérique. Et puisque les MOOC sont également accessibles sur les téléphones, juste avec votre téléphone Android ou Apple, vous pouvez également, avec des modes très classiques, pouvoir accéder à la formation. Mais c'est vraiment être en contact avec l'outil numérique. Pas besoin de savoir grand-chose, mais au moins lire et écrire, manipuler, aller sur un site web, parce que la plupart du temps, les MOOC vont se faire sur des sites web ou des applications mobiles. Ce préalable est imposé quelque part? Oui, quand même. OK. D'accord. Et pour des populations, par exemple en milieu rural, à qui l'on voudrait dispenser des modules de formation bien spécifiques, on peut créer on va dire, des séances de formation pour elles à travers les MOOC? Ben oui, justement, et là, il va falloir que les séances de formation soient encadrées, puisqu'on sait qu'en général, dans les zones les plus reculées, les populations qui y résident n'ont pas forcément accès, cette facilité d'accès à l'outil numérique dont nous bénéficions. Donc, si on a des personnes de bonne volonté qui veulent, par exemple, encadrer, on pourrait avoir, par exemple, ici à Abidjan, je prenais tantôt le cas de l'université virtuelle, qui va dispenser des cours en ligne, et des personnes qui seront sur place là-bas vont aider ces populations-là à pouvoir en profiter. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vraiment avoir quand même une certaine base en termes d'outils numériques, on va dire. Où trouve-t-on les MOOC ou bien ces listes de formation? Alors, parmi les plateformes les plus connues pour accéder au MOOC, on a le site coursera.com. Cours, c'est C-O-U-R-S, et puis ERA juste après, .com. On a également Open Classroom. Mais pour faciliter la tâche, je vais juste vous dire de vous rendre sur Google et vous tapez MOOC, et ça s'écrit M-O-O-C, suivi du domaine de formation que vous souhaitez. Si vous voulez par exemple un MOOC dans le domaine de l'économie, vous partez sur Google, MOOC économie, et ils vont vous faire sortir une liste de programmes de formation en rapport avec le domaine souhaité. Mais on a également des plateformes qui sont une sorte de catalogue de formation. Et parmi cette plateforme, on a par exemple FunMOOC, Fun, ça s'écrit F-U-N-M-O-O-C. qui vous offre une panoplie de formations en ligne dont vous pourrez bénéficier. Finally, pour parler anglais, parce que je vois qu'il y a beaucoup de terminologie anglaise. Comment les cours sont distillés pour les francophones? Comment il faut s'adapter? Ne vous inquiétez pas, au départ, c'est vrai que les MOOC étaient essentiellement anglais parce que
le nom même, il est anglais, voilà. Ben ouais. Donc, la plupart des MOOC qui étaient lancés au début, ils étaient en anglais, mais au fil du temps, ils ont été diversifiés dans les langues. Donc, on a aujourd'hui des MOOC en français, on trouve même des MOOC en arabe. Et bon, qui sait, peut-être qu'on va trouver des MOOC en langue locale. Moi, j'aimerais bien voir des MOOC en baouli, en agni, en yakuba. Vous pourriez être voilà, l'initiateur, pourquoi pas? Ouais, pour moi, ça sera assez compliqué, mais bon. En yakuba, oui, ça ne sera pas compliqué, peut-être. Ouais. On a vu tout à l'heure la sensibilisation si. en yakuba, hein, ça passait. Je voyais nos collègues derrière les caméras en train de rigoler énormément. Bon, c'est de bonne guerre, hein. C'est de bonne guerre. Alors, mais pour revenir au MOOC, justement, il y a une planification et puis il y a une curiosité qu'il faudrait avoir par rapport à la formation MOOC qu'on voudrait avoir. Vous avez parlé de certification. Ces certifications-là, dans notre système académique, c'est reconnu? Ici, dans le cadre du partenariat qu'il y a eu avec l'université virtuelle, si vous prenez part à l'un de ces MOOC, on va dire que le certificat que vous avez, il est reconnu dans le monde professionnel. Mais si c'est un MOOC qui est lancé par des particuliers, parce qu'il faut le dire, les particuliers ont la possibilité de lancer des MOOC, mais là, c'est vraiment à titre personnel, histoire d'améliorer son background personnel sur un domaine particulier. Donc, dans le cas de partenariats spécifiques, vous pouvez avoir des MOOC qui sont reconnus par les organismes en charge, par exemple, des questions de l'emploi et de l'éducation. Et sur le plan international, comme je le disais, la chance est encore plus énorme. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on parle d'orientation et de réorientation, certainement pour nous déjà qui travaillons, qui sont dans un domaine bien précis. Le rôle et la place des MOOC aujourd'hui dans cette réorientation-là? D'accord. Le rôle et la place des MOOC dans cette réorientation, on va prendre mon cas par exemple. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire une formation en production audiovisuelle. Mais quand je suis entré à la RTI par exemple, je ne suis pas entré sur la base de ma formation en production audiovisuelle. Je suis rentré sur la base des compétences que j'avais dans le domaine du digital. Et ces compétences-là, je les ai acquises en ligne. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé en tant que community manager. Donc, on va dire que si je voulais, par exemple, m'accentuer uniquement sur la formation que j'avais en production audiovisuelle, je n'aurais certainement pas commencé peut-être à la période à laquelle je suis entré ici. Quoique mon diplôme en production audiovisuelle m'a bien servi puisque j'interviens dans l'animation. C'est clair, ça justifie de ce qu'on fait après. Mais toutefois, il y a des compétences qu'on acquiert au travers même de sa propre sagacité. Oui, et moi je connais beaucoup de personnes, notamment dans le développement d'applications aujourd'hui, des gens qui n'ont pas forcément fait de filière informatique, mais qui, à travers les MOOC, ces formations en ligne-là, se sont aujourd'hui lancés à leur compte dans un domaine qu'ils n'avaient pas à la base fait comme formation. Il faut dire que généralement, hein, c'est bien que tu relèves cela, on a l'impression que toutes les personnes qui travaillent dans le digital, ça constitue un petit groupe exotérique, on n'arrive pas trop à comprendre, mais c'est vrai, on les voit apparaître, surgir comme ça, des fois de nulle part, et ils sont placardés après sur toutes les formations, les webinaires. Mais comment ça se passe finalement ? Aujourd'hui, on a la chance qu'avec l'outil numérique, la technologie, on a la possibilité de promouvoir son talent naturellement. C'est pour ça que très souvent, quand j'ai l'occasion de prendre la parole lors de séminaires ou de formations, je dis vendez-vous sur le digital. Vous savez faire quelque chose, cherchez le moyen de valoriser cette chose-là sur le digital. Vous n'avez peut-être pas eu la chance d'être allé à l'école, mais vous savez utiliser un smartphone, vous jouez au football, faites des vidéos, publiez-les sur Internet. C'est comme ça que certaines personnes se sont fait repérer pour aujourd'hui être à des niveaux qu'on n'imagine même pas. Donc voilà, dans le domaine du digital, par exemple, il y a quelques années, il n'y avait pas de formation spécifique. La plupart des gens se formaient sur le tas. C'est maintenant qu'on a des établissements qui intègrent cela dans leur programme de formation. Sinon, il y a quelques années, vous parliez de community manager, de social media, de digital à quelqu'un, il va te dire où est-ce qu'on ne connaît pas, où est-ce qu'on forme dans ces domaines-là à Abidjan, alors qu'à l'étranger, ça existait déjà. Est-ce qu'à l'heure de la mondialisation, les temps qui changent, chaque seconde, on va le dire comme ça, est-il primordial aujourd'hui de se tourner vers les MOOC? Absolument, oui, absolument. Il est très primordial, puisque dans le renforcement des capacités, on en parlait tantôt, vous avez fait une formation classique, mais les métiers évoluent. Grâce au MOOC, c'est une opportunité que vous avez de pouvoir, parallèlement à votre travail, parallèlement à ce que vous faites, de pouvoir renforcer vos capacités le soir quand vous rentrez à la maison, parce que j'ai envie de dire, les programmes
sont très flexibles. Vous avez des MOOC, on vous dit par exemple 16 heures de formation, mais vous n'avez pas besoin par exemple d'être connecté tous les jours à 9 heures. C'est selon votre disponibilité, ça peut être le soir quand vous rentrez du boulot ou le matin avant d'entamer le boulot ou même à la pause entre midi et 2. Donc c'est tellement flexible que ça vous offre des possibilités inouïes. Ouais. En tout cas, il faut vraiment s'y adonner. C'est une véritable aubaine de pouvoir apporter une valeur ajoutée même à ses propres compétences. Vous parlez notamment de planning, de flexibilité d'horaire. Avec les décalages horaires, véritablement, comment on arrive à s'organiser ou s'il y a une astuce, une tactique pour pouvoir vraiment être en adéquation avec notre fuseau ici en Côte d'Ivoire? Déjà, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne les décalages horaires parce que la plupart du temps, les MOOC sont, je veux dire, en différé. Les programmes sont mis en ligne et chacun peut y accéder selon sa disponibilité. Mais il arrive des fois où il y a quand même des sessions live. Et ces sessions live-là, au cas où vous n'avez pas la possibilité de les suivre même en direct, les vidéos sont enregistrées et après vous pouvez aller les revisualiser. En ce qui concerne les examens, c'est vraiment selon votre disponibilité également. Mais pour éviter, en griffe, la tricherie, il y a des temps déterminés pour répondre aux différentes questions au formulaire. En tout cas, merci beaucoup. Paulus, avec nous, Medial Social Manager ici à la RTI. Donc, avec lui, on a échangé aujourd'hui sur les MOOC. Rapidement, la définition des MOOC avant de partir. Cours massif et ouvert en ligne. Merci. Et non pas drague. Allez, on va poursuivre donc cette émission, Alix. Tout à fait. Et recevoir maintenant, sans transition aucune, Madame Georgette Kwasi-Bon, directeur du civisme et de la citoyenneté, pour nous parler aujourd'hui du rôle de l'école dans l'éducation de la citoyenneté, qui ne se rappelle pas de ces années primaires où nous avions des petits sketchs comme ça pour nous apprendre à vraiment nous socialiser et vraiment intégrer et déployer nos connaissances quant au civisme. Aujourd'hui, où en est-on et avec l'évolution, qu'est-ce que cela donne sur le terrain? Elle est là pour nous répondre juste après ceci. Et place maintenant au code citoyen, voilà, avec Madame Georgette Kwasi-Bon. On rappelle qu'elle est directeure du civisme et de la citoyenneté, voilà, éducation à la citoyenneté. Le rôle de l'école dans tout ce processus-là pour nous permettre d'être des Ivoiriens nouveaux. Je me permets cette expression. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Anjoal, bonjour Madame Alix. Madame Kwasi-Bon, bienvenue. Alors, on parle spécifiquement du rôle de l'école dans l'éducation à la citoyenneté. C'est clair qu'on va rentrer dans une école et puis essayer de décrypter même le programme académique. Quel est le postulat que vous pouvez faire aujourd'hui? D'abord, j'ai parti de cette pensée de Jean-Jacques Rousseau qui dit qu'on façonne les plantes en les cultivant et puis l'homme par l'éducation. Voilà. Donc, en fait, l'éducation permet à l'enfant, à l'élève de pouvoir s'exercer à la citoyenneté. En se formant, en acquérant en fait une formation dans le domaine du droit, dans le domaine du code routier, en fait, dans plusieurs domaines en fait. Et donc, quel est le rôle que peut véritablement jouer l'école dans le processus, dans l'exercice à la citoyenneté? Est-ce que l'école ivoirienne favorise en fait cette appropriation-là, cette socialisation-là même de l'élève à la citoyenneté? En fait, c'est à ces questions-là qu'on voudrait pouvoir répondre. Et puis, qu'est-ce que l'école pourrait faire véritablement pour mieux aider l'élève à être ce bon citoyen-là, cet Ivoirien nouveau dont vous parlez tout le temps? Oui. Alors, c'est vrai qu'à l'école, on a l'ECM, éducation civique et morale. Voilà. Coucou à mon professeur. Et donc, alors, aujourd'hui, comment est-ce que concrètement l'école peut contribuer à cette citoyenneté-là? Très bien. Bon, aujourd'hui, nous parlons maintenant de l'EDHC, en lieu et place de l'ECM. Éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Comment on a quitté le banc alors? Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, d'abord, je voulais juste parler d'abord du postulat. Quel est le constat que nous faisons? Le constat, c'est que le DHC n'est pas enseigné à tous les niveaux. Il est limité simplement au secondaire, à partir de la classe de 3e.
C'est-à-dire, au supérieur, on n'enseigne pas les DAC. Et pourtant, le triste constat, c'est que ce sont les jeunes, nos jeunes qui sont très souvent, quand ils ne sont pas de bonne humeur ou il y a eu quelque chose, qui sont dans les rues, qui cassent, qui ne respectent pas l'autorité publique, qui ne respectent pas les biens publics. L'autre constat, c'est que nos écoles sont souvent installées à proximité de certains maquis, de certains bars, des espaces commerciaux. Et donc, l'enfant, en fait, qui malheureusement en classe, au lieu d'avoir ce dispositif-là de quiétude pour pouvoir bien apprendre, c'est-à-dire entendre toujours une sonorisation, là, soit de Dili Arafat, paix à son âme, en fait, une musique quelque part, et donc, il n'est pas véritablement concentré dans son domaine. On remarque aussi les grèves intempestives, les interruptions de cours, parce que, bon, par rapport aux congés anticipés, et qui réduisent énormément les horaires de cours, les horaires de travail de l'élève, et donc qui ne favorisent pas véritablement cette capacité-là d'apprendre les choses. Nous-mêmes, en matière même de DAC, vous avez parlé tout à l'heure d'ECM, oui. Parce qu'en fait, l'ECM était véritablement corsé. En matière de DAC, on se rend compte que c'est de la bivalence qui est faite en matière c'est-à-dire c'est l'enseignant, par exemple, de lettres modernes, l'enseignant de mathématiques qui donne en fait le cours de DAC. Il n'y a pas une formation spécifique. Il n'y a pas voilà, de formation spécifique au niveau de l'enseignement général. Et donc, pour nous, voilà ce postulat-là qui est posé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement emmener l'école à contribuer à l'appropriation, en fait, à la socialisation du jeune homme, à l'exercice à la citoyenneté. Pour nous, il faudra d'abord qu'on puisse revoir la matière EDAC. Nous l'avons fait en tant que secrétariat d'État chargé du service civique, lorsque nous avons eu des failles dans le document de l'EDAC, parce que quand on parlait des 5 symboles de la République, on nous disait que l'emblème, c'était l'éléphant. On a vu, c'était bien écrit dans nos livres de DAC. Donc nous avons interpellé le ministère de l'Éducation nationale en vue de corriger. Nous avons eu à former même les encadreurs pédagogiques au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et il y a eu un changement positif, en tout cas, qui a été fait. On tenait à leur dire merci. Pour nous, il faudra véritablement tenir compte de la réalité sociale actuelle, du contexte actuel pour pouvoir véritablement mieux concentrer le cours EDAC. Il faudra enseigner l'EDAC au niveau supérieur, au niveau secondaire, jusqu'en classe de terminale, dans nos universités, parce qu'en fait, on doit continuer à l'exercice à la citoyenneté, continuer en fait à inculquer ces valeurs-là aux jeunes. Qu'est-ce que sont mes droits, quels sont mes devoirs, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Pour nous, c'est très important de pouvoir le faire. Il faut aussi motiver l'enseignant. L'enseignant, parce que malheureusement, très souvent, les gens arrivent à l'enseignement par dépit, ou les éducateurs par dépit. Pour moi, quand on exerce quelque chose, il faut avoir la conscience professionnelle. Même quand on arrive par dépit, du moment où on a accepté d'exercer un métier, il faut le faire avec une conscience professionnelle. Au moment où c'est notre gagne-pain, il faut le faire. Très bien. On perçoit en fait son salaire, donc il faut le faire avec amour, avec abnégation. Et je pense qu'au fur et à mesure, on a soit l'opportunité de rester, de s'améliorer, d'avancer, d'avoir de la promotion, ou bien d'aller ailleurs. Mais quand on le fait, on l'exerce très bien. Aussi, il faut, en matière même d'éducation à la citoyenneté, favoriser une ouverture d'esprit des élèves en organisant par exemple des visites citoyennes au sein des institutions pour connaître en fait les institutions de notre République, à comprendre véritablement le fonctionnement pour mieux respecter. Parce que quand on connaît quelque chose, en fait on a du respect pour cela. Organiser en fait ces visites citoyennes-là pour favoriser en fait le respect de nos institutions de la République. Aussi organiser même des journées communautaires. Pourquoi des journées communautaires? Pour emmener l'enfant, pour emmener l'élève à s'intégrer même dans la communauté. Ah, je participe aujourd'hui à une journée de salubrité. On va assainir aujourd'hui les toilettes de l'école. Tout ça, ça permet à l'élève de prendre soin de son établissement, de comprendre que le gaspillage d'eau n'est pas bon. Qu'on doit, par exemple, on doit respecter son table-banc parce qu'on doit le laisser là intact, propre.
et solide pour que d'autres élèves puissent venir aussi s'asseoir. Parce que c'est une succession, voilà, c'est une finalement. succession. Il faudra améliorer en fait le coaching éducateur-élève. Parce que malheureusement, l'élève se sent incompris par rapport à l'éducateur. Donc, en fait, c'est un appel, un coucou à nos différents éducateurs dans nos établissements de pouvoir prendre le temps d'écouter les élèves. Parce que très souvent, l'élève se dit, bon, si je vais, ils vont se dire que soit l'enseignant a raison ou bien je n'ai pas le droit, mais prendre le temps d'écouter les élèves, faire le suivi avec les élèves, ça leur permet véritablement de s'exprimer, mais aussi, en fait, à l'éducateur de pouvoir porter le message. Instaurer la cérémonie d'honneur à l'emblème national, c'est fait très souvent dans le primaire, mais dans le secondaire, ce n'est pas régulier, ce n'est pas récurrent. Parce qu'en fait, la cérémonie d'honneur à l'emblème national permet au chef d'établissement de porter un message à l'ensemble des élèves, pour que l'ensemble des élèves puissent être au même niveau d'horizon d'information et d'écoute, savoir donner l'orientation de la semaine. On peut en fait profiter pour dire, bon, cette semaine, c'est la valeur de l'humilité, la valeur de la solidarité. En fait, voilà, expliquer un peu ces petites notions, ça permet aux élèves de pouvoir comprendre, en fait, aujourd'hui, on nous demande, en fait, toute cette semaine, on nous demande d'être solidaire. Comment est-ce qu'on fait pour être solidaire? Quel acte on doit poser pour être solidaire? Aussi, je proposerais qu'on puisse véritablement commémorer les journées dédiées, les journées mondiales. Par exemple, hier, c'était la journée mondiale de l'eau. On nous expliquait qu'il y aura bientôt pénurie de l'eau. En fait, pour moi-même, je ne savais pas. Je me disais, bon, l'eau, c'était quelque chose qu'on avait de naturel, mais malheureusement, il y a des pays déjà qui en souffrent. Et donc, il serait bon de pouvoir commémorer ces journées-là pour faire comprendre à ce citoyen en devenir que il doit prendre part à la vie de sa société déjà à l'étape enfant, à l'étape d'élève. Et donc, prendre conscience de ces journées-là, la journée de la solidarité, la journée de la paix, la journée du volontariat qui est célébrée en fait chaque 5 décembre, pour permettre en fait aux élèves de comprendre que nous aussi, on doit pouvoir poser de ces actes-là pour pouvoir contribuer au bien-être de l'humanité tout entière. Voilà. Cela se fait à Sainte-Marie, parce que nous avons été à Sainte-Marie. On a véritablement félicité Madame le directeur, à qui véritablement on tire le chapeau, qui organise ces journées-là avec les élèves qui s'expriment à travers des images, qui posent des actes. Je pense que ce serait bon qu'on puisse organiser ces journées dédiées-là. Il faudra véritablement qu'au niveau du contenu même EDAC, comme je le disais, je voulais revenir là-dessus, qu'on puisse le partager au niveau du supérieur. Mais surtout, en faire une épreuve obligatoire dans nos concours, dans nos tests, tout ça, dans nos différents examens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'éducation même, c'est la morale qui est faite là. C'est notre citoyenneté qui est exprimée à travers l'EDAC. Donc pour nous, au même titre que les mathématiques, au même titre que les sciences physiques ou bien le français, il faudra véritablement imposer l'EDAC en tant que matière primordiale pour que l'enfant en prenne conscience, l'élève en prenne conscience, l'étudiant en prenne conscience. Voilà. Au même titre que peut-être les tests psychotechniques dans les concours et tout. Très bien. Alors, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention quant aux amendements à faire et tout. J'ai envie de partir vraiment très en arrière, repartir dans l'ère contemporain, parce que de mon souvenir, je veux dire que toutes ces choses-là étaient vraiment très bien balisées dans le temps. On avait un programme ECM, vous l'avez qualifié même de corset, mais il était vraiment très fourni et donnait la possibilité à l'apprentissage de nos différentes, on va dire, dispositions au niveau de la citoyenneté. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce décrochage-là ? Et la limitation de 3e, je suppose que l'étude est faite par rapport aux acquis qui ont déjà été dispensés en amont. Sûrement que des études ont été faites pour en fait, changer l'ECM en EDAC. Et en fait, ces études avaient montré que c'était important de pouvoir... c'était suffisant de limiter en fait, la formation jusqu'en classe de 3e. Mais la réalité en fait, est autre. La réalité est autre. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'élève de 3e, en fait, quand il est en seconde, il se dit, enfin, je suis libre. Je n'ai pas en fait, obligation de... Et il est libre, mais il est investi aussi de tout ce qu'il aura reçu. Oui, mais pour nous, il faut continuer en fait, ce processus-là. Pour moi, en tout cas, je propose que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qu'on puisse continuer en fait, à enseigner l'EDAC à tous les niveaux de formation.
tant au niveau du supérieur qu'au niveau du secondaire. Il faudra continuer, même quand nous partons dans nos universités. Nous avons été à l'université Lorunion-Guédé avec Madame la présidente de l'université qui nous a véritablement ouvert les portes. Quand nous avons parlé un peu du civisme, de la citoyenneté, de la culture démocratique, les étudiants nous ont dit « Ah, il y a des choses qu'on ne connaissait pas ». Ils ont reconnu qu'il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, pour nous, ce serait important qu'on puisse continuer en fait, à enseigner en fait, ces valeurs-là. Puisque nous-mêmes, en tant qu'adultes, on continue d'apprendre en matière de citoyenneté. On continue en fait, d'étudier et d'apprendre. En fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas à ces élèves-là de pouvoir véritablement être ces Ivoiriens nouveaux-là? Parce que chaque Ivoirien aspire, on espère un Ivoirien nouveau. Pour moi, c'est l'une des clés, une clé majeure à pouvoir être cet Ivoirien nouveau-là. En tout cas, on appelle de tous nos voeux une véritable synergie entre votre secrétariat et puis le ministère de l'Éducation, déjà en amont même pour la conception des manuels scolaires, pour qu'ils soient véritablement fournis et apporter toute l'essence, même la quintessence de l'éducation. C'est une synergie d'action, éducation nationale, enseignement supérieur, enseignement technique, secrétariat d'État, même secrétariat d'État aux droits de l'homme, tout ça. C'est une synergie d'action de tout le gouvernement, mais aussi de toute la société. Parce que c'est chacun de nous, en tant qu'éducateur, en tant que formateur, qui doit aider l'élève véritablement à pouvoir exercer sa citoyenneté. Vivement cette fusion-là pour qu'on vienne en parler ici, sur ce plateau. Merci infiniment, Madame Georgette Kouassi, directeur du civisme et de la citoyenneté. On parlait ici du rôle de l'éducation, du rôle de l'école dans l'éducation à la citoyenneté. Allez, nous, on va marquer une petite pause pour essayer de voir ce que l'un d'entre vous fait tous les matins. C'est dans la rubrique WhatsApp. Bonjour tout le monde, je me nomme Aoussé Muriel Esther. Je suis en première année BTS, c'est-à-dire étudiante à Cocody. Bon, chaque matin, moi je me réveille déjà à 4 h. 4 h du matin, je suis déjà sur pied. Je prends le temps. D'abord, la première des choses que je fais, c'est de prier. Parce que chaque matin, c'est important la prière. Et dès que je finis de prier, je prends le soin de faire mes tâches ménagères, c'est-à-dire nettoyer, parler, essuyer la maison, tout ce qu'il y a à faire comme tâches ménagères qui m'aident. Puis après, je prends le soin de lever ma mère, le temps que j'aille me toucher, puis ressortir de la maison. Et le temps de lutter le bus, déjà, je dois sortir de la maison déjà à 5h, 6h30. Non, 5h30, oui, c'est ça, 5h30. Et dès que je sors, je prends mon bus et là, j'arrive à l'école. C'est comme ça que je vis toutes mes journées. Voilà, rituel matinal d'une téléspectatrice de Matin Bonheur. Et merci déjà à toutes les personnes qui nous font parvenir comme ça les différentes vidéos. Voilà. Allez, la suite dans cette émission avec un autre sujet à aborder, un sujet important aussi, la responsabilité médicale et hospitalière. On en parle dans quelques secondes avec notre invité. Un sujet très important et sujet qui hérisse des fois même les poils parce que c'est délicat quand on parle de santé et de responsabilité en même temps. Il faut savoir situer pour la tautologie véritablement les responsabilités. Bonjour Monsieur Landré Couillot. Bonjour. Bienvenue. Merci. Conseiller juridique, avec vous, on parle de ce sujet, la responsabilité médicale et hospitalière dans leur définition étymologique. Pourrons-nous les situer maintenant? Déjà, qu'est-ce que c'est que la responsabilité? La responsabilité est la situation juridique en vertu de laquelle l'on emmène quelqu'un du fait des actes qu'il a accomplis à pouvoir y répondre. J'ai accompli un acte et si cet acte est dommageable, il va falloir répondre de mes actes. Donc prouver que l'acte effectivement est celui que j'ai accompli et que cet acte-là a causé un dommage à quelqu'un. Par voie de conséquence, si cette personne en souffre, il va falloir que vous réparez le dommage. Vous pouvez le réparer en allant en prison parce que cela est prévu par le code pénal, ou alors vous lui versez des dommages et intérêts, donc une somme d'argent qui va équivaloir à la souffrance. En réalité, ce n'est pas une équivalence mathématique, mais qui va se rapprocher de la souffrance que connaît cette personne-là. Et alors, au niveau de la responsabilité, il faut savoir qu'en matière médicale ou hospitalière, il y a que pendant des années, pendant très longtemps,
l'établissement hospitalier, qu'il soit privé ou public, et même le médecin bénéficiait d'une protection des juges. On estime que la santé est chose vraiment difficile. D'ailleurs, le médecin voit peser sur lui non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Il n'a pas l'obligation de vous guérir, mais de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que vous soyez guéri ou que vous sortez de votre maladie. Pour avoir des conséquences, pour s'assurer du bon fonctionnement du service de santé publique et aussi permettre aux médecins de pouvoir travailler en toute liberté, ils bénéficiaient d'une véritable protection pour pouvoir engager la responsabilité de l'établissement de santé, qu'il soit privé ou public ou du médecin. Il va falloir apporter une preuve qu'il a commis une faute lourde, une faute particulièrement grave, que ce soit une faute de fonctionnement ou de dysfonctionnement du service de santé ou la faute même qui procède même de l'attitude du médecin. Mais aujourd'hui, depuis le début des années 2000, peut-être avec le succès des séries ou des longs métrages qui nous plongent dans l'univers médical, on se rend bien compte qu'il y a un basculement de la politique jurisprudentielle, donc de l'attitude du juge et bien sûr du législateur, un peu partout dans le monde, où l'on accorde une meilleure protection aux patients ou aux usagers. Patients parce que vous êtes dans un établissement de santé privé, donc une clinique, usagers parce que vous êtes dans un hôpital public. Dans tous les cas, vous êtes une personne humaine, vous allez requérir l'appui ou bien l'attention de médecin afin qu'il puisse porter son regard sur vous parce que vous vous sentez mal. Il va établir un diagnostic et de ce diagnostic-là déterminer des actes de soins. Il va falloir que celui-ci fasse très attention dans ce qu'il va vous prodiguer comme soins parce que c'est vous qui bénéficiez désormais de la protection maximale du droit. Alors, responsabilité donc médicale, responsabilité hospitalière aussi? Oui, bien sûr. Ce sont deux situations qui bénéficient bien sûr du même corpus des lois, des règles, mais qu'il faut pouvoir distinguer. On dit médical parce que c'est le médecin, le praticien qui va supporter la responsabilité, hospitalière lorsqu'il s'agit de faire peser la responsabilité sur l'établissement de santé. Alors, il faut bien distinguer les fautes. Bien sûr. On parle de responsabilité hospitalière lorsque la faute incombe à l'établissement. Et quel genre de faute? Lorsqu'on estime qu'il y a une maladministration, mauvaise organisation du service de santé. Ce serait par exemple qu'il y ait un défaut au niveau du personnel. Il y a trop peu de personnes pour pouvoir accueillir et prendre en charge les malades. Ou alors que la charge de travail est bien trop importante au point où l'infirmier ou la fille de garde s'est endormie alors qu'on a un malade qui est en train de faire une crise ou qui est en train de convulser. Elle doit être fatiguée. Elle est là depuis 48 heures. Il n'y a personne pour faire un roulement, un remplacement. C'est ça aussi. C'est aussi le fait, par exemple, qu'au niveau de ce service de santé-là, on n'ait pas la possibilité de très bien organiser les dossiers, que certains dossiers se perdent. Par voie de conséquence, le médecin se trompe en administrant un médicament qui n'est pas celui que devrait recevoir le patient. Il y a la faute aussi de service, c'est-à-dire que le fonctionnaire ou le médecin qui officie dans cet établissement-là, à l'occasion de son travail, va commettre une erreur. Laquelle erreur n'est pas franchement une erreur qui est faite de manière préméditée, pas qu'il ait fait de manière intentionnelle, mais qu'il ait commis une faute d'inattention ou de négligence, et que cela ait causé du tort. Lorsqu'on a ces deux fautes qui sont commises, on parle de responsabilité hospitalière. Parce que lorsque vous allez vous plaindre, que vous allez saisir soit le juge administratif ou le juge civil, la personne qui va faire face à la justice et qui devra payer, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le service, non, ce n'est pas le médecin, encore moins le fonctionnaire, parce que ce n'est pas que des médecins qui travaillent dans les établissements de santé. Il peut s'agir d'un comptable, il peut s'agir d'un technicien de surface, mais ici, c'est l'établissement qui paiera. Or, on parle de responsabilité médicale lorsque c'est le médecin lui-même qui est épinglé. Il y a trois types de fautes qu'il pourrait commettre, qu'on pourrait lui déceler. La première faute, elle est une faute de compétence, faute technique. Soit on est un médecin qui est véritablement incompétent, soit parce qu'il n'a pas la formation, soit parce que celui-ci a fait preuve de négligence absolue. Il ne sait pas ce que c'est qu'être un médecin parce qu'il n'a pas l'art, la pratique de la médecine en tant que telle. Il y a la faute de défaut d'humanisme. On demande au médecin, au cours de sa formation, de porter, de faire sien le serment d'Hippocrate. Pas le serment d'Hypocrite, mais le serment d'Hippocrate. Cela veut dire qu'il faut manifester de l'empathie lorsque vous portez votre attention sur un malade. Mais lorsque vous avez un médecin qui vous soigne avec mépris, négligence, ou que celui-ci manifeste un détachement total de son malade, et que celui-ci, donc le malade, va en subir bien sûr des dommages, on estime que le médecin fait une preuve
de faute, il commet une faute de défaut d'humanisme. Et la troisième faute qu'un médecin pourrait commettre, c'est l'acte totalement illégal. En Côte d'Ivoire, on estime que l'interruption volontaire de grossesse pour des causes autres que légitimes, serait par exemple pour question de santé ou question de viol, est une faute, est une infraction. À la limite, c'est un crime. Mais le médecin qui s'y adonne, parce qu'il voudrait arrondir ses fins de mois et mettre du beurre dans ses épinards, commet une faute illégale. Donc voici les trois types de fautes qui nous permettraient d'engager la responsabilité du médecin. La faute de compétence, la faute de défaut d'humanisme et puis la faute illégale. C'est très bien. Merci pour tous ces exemples et les fautes ici libellées. Mais le préalable pour pouvoir enclencher une procédure, c'est leur constatation. Comment se fait finalement la constatation d'une erreur, d'une faute médicale par soit le patient ou l'usager de sa position de profane finalement? Très bonne question. Parce qu'en réalité, pour engager la responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose, il va bien falloir établir l'existence du fait générateur, ensuite du dommage et du lien de causalité. Ici, la difficulté serait que le simple citoyen que je suis, qui ne soit pas professionnel de médecine, et qui constate et qui connaît un dommage à l'occasion d'une intervention chirurgicale, et qui voudrait bien sûr obtenir réparation, soit parce que lui-même il en est la victime, ou ce soit un parent. Comment va-t-il s'y prendre? Il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est l'effectivité de la faute qui doit être prouvée par celui qui se plaint. Ici, on aurait peut-être connu un blocage au niveau de l'administration qui refuserait que vous ayez accès à des informations. Mais c'est simple. Si vous engagez la responsabilité administrative de l'établissement public, donc devant le juge administratif, ou alors la responsabilité du médecin devant le juge judiciaire, vous pouvez obtenir en référé une ordonnance qui va désigner un expert, lequel pourrait bien sûr pénétrer l'espace administratif et juger ou expertiser ou évaluer la diligence et le bon fonctionnement de cet établissement. À simple réquisition, il obtiendrait toute la documentation possible. Personne ne lui fera obstacle. Donc, vous pouvez saisir le juge en référé et dans une ordonnance, il va désigner un expert. Mais il y a certaines situations où vous n'avez même pas besoin, bien sûr, d'aller si loin que ça. C'est très simple. Oui. Cela veut dire que la présomption, c'est quoi? La présomption, c'est le fait d'inverser la charge de la preuve. Normalement, c'est vous qui devez prouver qu'il y a une faute. Mais si vous évoquez des situations où la présomption vous est admise, c'est plutôt au défendeur de prouver qu'en réalité, ce que vous lui reprochez n'est pas chose évidente, n'est pas chose faite ni établie. Premier cas, il y a la présomption dite irréfragable, où on n'a même pas besoin de faire la preuve contraire. Lorsque vous êtes dans une situation de vaccination obligatoire, il y a des vaccinations qui sont obligatoires partout dans le monde. Et que, dans ce cas-là, vous souffrez d'une hépatite B. S'il se trouve que c'est du fait de votre vaccination obligatoire à laquelle vous avez participé et que vous souffrez de l'hépatite B, l'État paye systématiquement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Second cas d'une présomption dite simple, où le défendeur, donc celui qui est accusé, peut faire la preuve contraire. Ce serait par exemple le cas en matière d'intervention chirurgicale. Il est imposé à l'administration ou à l'établissement hospitalier de vous faire signer un document dans lequel il est inscrit ce pourquoi vous subirez l'intervention chirurgicale et les différentes conséquences. Et lorsqu'on formule ce document, on ne le fait pas en des termes généraux et évasifs. Il faut préciser avec suffisamment de certitude et de netteté les différentes conséquences que peut subir cette personne-là à l'issue de cette opération d'intervention chirurgicale. Si l'acte n'a jamais été produit ni signé, ou alors que le texte est lui-même formulé en des termes évasifs, par voie de conséquence, il va se trouver que l'établissement hospitalier sera poursuivi et va pouvoir payer pour le dommage que subit le patient. Bien sûr, voilà qui est bien noté et clair. On reviendra à vous dans quelques instants donc pour poursuivre sur ce sujet très intéressant et très important. Mais on a posé la question aux populations, eh bien, les erreurs médicales, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les populations se prononcent. Une erreur médicale, c'est une maladresse, c'est une action, une inadvertance qui peut amener, par exemple, à une fatalité. Il y a des erreurs, par exemple, qui ont été commises sur des tierces personnes, où, par exemple, des médecins oublient des bistouris dans le ventre de choses, comme on appelle ça, du patient. Après avoir réalisé l'intervention, ben, il recoue
le ventre et il oublie totalement le bistouri dans le ventre. L'erreur médicale, c'est s'il y a l'opération qu'on doit faire et la personne a mal fait, ou il devait couper, s'il n'a pas coupé, il a coupé ailleurs, ça devient l'erreur. Quand on parle d'erreur médicale, pour moi, c'est que la personne s'est trompée sur, par exemple, quand tu veux prescrire, comment on appelle, une ordonnance, et au lieu de mettre le nom du médicament qui peut soigner la personne, il peut mettre un autre nom. Ça, c'est une erreur médicale. Et j'ai entendu beaucoup. Il y avait une femme même qui était malade et elle allait à l'hôpital. Vraiment, des médecins avaient souligné plusieurs maladies. Mais après, il s'est révélé que la femme ne souffrait même pas de ces maladies. Moi, par exemple, il y a une amie qui était confrontée à une situation. On lui a dit de faire ce texte. Il est parti faire un texte et on lui a dit qu'il était séropositif, le texte de VIH-Sida. Et ça n'allait pas au fur et à mesure. Il prenait les traitements, ça n'allait pas. Et lorsqu'il est parti revoir un ami qui lui a parlé de refaire le test ailleurs, il a fait le test ailleurs, on lui a dit que il était séronégatif. Une erreur médicale, c'est lorsque un personnel de la santé pose un faux diagnostic vis-à-vis d'un malade. Et lorsque le diagnostic est faux, c'est-à-dire le traitement aussi sera faux immédiatement. À ma femme, c'est arrivé. Elle était en grossesse. Pendant sa grossesse, elle allait faire ses examens et on lui a demandé les tests de glycémie. Donc elle allait faire l'analyse et c'était avéré qu'elle était à 2%. Maintenant, ne croyons pas à ça parce que chaque fois comme elle met les dripano, sachant ça, elle partait toujours faire ses examens. Donc on n'était pas convaincus. Et elle est repartie pour revoir ça à l'hôpital et ils ont refait l'examen. Après, ils nous ont donné notre papier d'aller dans une clinique pour refaire ça. Et quand on a refait, ça a trouvé que son taux était normal. En tout cas, on a à partir de cette palette d'interventions plusieurs courants de pensée selon la définition de l'erreur médicale. On va se baser sur ça et puis quand même faire l'état des lieux. Quant aux marges d'erreur, il n'y a pas de science exacte. On peut être dans un cadre d'une erreur qui fait partie de la marge d'erreur. Est-ce que la responsabilité incombe dans ce cas-là aux praticiens ? Lorsque la marge d'erreur est raisonnable, c'est-à-dire que le praticien n'était pas en situation de pouvoir déterminer effectivement de quoi souffrait le malade. Vous avez des praticiens qui travaillent dans des établissements où il manque de tout. Lorsqu'on doit établir un diagnostic, on ne le fait pas à vue. Oui. Très souvent, il va falloir avoir une batterie d'analyse. Il va falloir avoir un dispositif qui fonctionne. Tout le matériel qu'il faut. Tout le matériel. Mais s'il ne dispose pas de cela, on ne peut pas demander à celui-ci de faire preuve d'acte divinatoire. Par voie de conséquence, ce ne serait pas sa responsabilité à lui, ce sera la responsabilité de l'établissement. Or, si l'établissement est public, c'est la responsabilité de l'État. Oui. C'est l'État qui paye pour ça. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais lorsqu'on a affaire à un médecin qui veut vous nuire particulièrement... Et comment il a pour vocation d'apporter des soins, le médecin? Il peut se trouver, on exige du médecin que quand bien même il est en face de lui son rival contemporain ou passé. Il puisse le traiter non pas comme étant son rival, mais il puisse le traiter comme étant un patient. Ce n'est pas dans tous les cas, mais... Oui, ce n'est pas dans tous les cas, mais ça arrive. Il y a eu des cas de jurisprudence où on a eu des médecins qui ont injecté de l'eau au lieu d'avoir injecté le produit qu'il faut, tout simplement parce qu'il avait en face de lui son rival. Mais c'est un règlement de compte, tout simplement. Mais justement, à ce niveau, à ce moment précis, l'établissement n'a plus sa responsabilité, c'est le médecin lui-même qui est engagé. Juste pour dire qu'on a en face de nous des êtres humains qui sont des médecins et qui, du fait de leur humanité, peuvent commettre des erreurs. Mais il faudra évaluer cette erreur-là. Est-ce que c'est une erreur que commettrait tout être humain dans la situation dans laquelle il se trouve, ou c'est une erreur que l'on ne saurait lui pardonner parce qu'en tant que professionnel, il est formé pour ne pas la commettre. Alors, maître, on va terminer dans pas trop longtemps, il est presque l'heure. Donc, c'est vrai qu'on parle de la responsabilité médicale et hospitalière, on est très tourné vers les médecins et même les établissements aussi. Et si on allait un peu voir chez le patient, oui. Est-ce qu'il existe une charte hospitalière pour le patient? Celui laquelle? Bien sûr, on exige du patient. Ouais. C'est vrai qu'il bénéficie d'une forte protection, il est dans une situation psychologique qui fait qu'on ne peut pas attendre de
lui qu'il ait un comportement raisonnable, sauf qu'on exige quand même de lui qu'il ait de la courtoisie. C'est un patient, donc il faut être patient. Parce qu'un patient qui est impatient, il y a un problème. Oui. Vous comprenez? C'est parce qu'il doit être patient qu'il est appelé patient. Qu'importe l'urgence? Non. En cas d'urgence, par exemple, même lorsqu'il y a une urgence, il faut savoir que vous n'êtes pas le seul dans l'urgence. Et souvent, les établissements, aussi bien équipés qu'ils soient, aussi bien organisés, font face à des situations qui exigent que vous fassiez l'œuvre de patience. Mais lorsque votre patience est éprouvée au-delà du raisonnable, à ce moment, vous pouvez vous plaindre. Mais la plainte que vous formulez doit se faire de manière disciplinée. C'est en cela que nous demandons à ce que dans tous les établissements de santé publics ou privés, il y ait des véritables services juridiques. De véritables, pas que administratifs, mais juridiques, où le patient ou son représentant, celui qui l'accompagne, peut formuler la plainte pour dire « je me réclame telle situation, je conteste telle situation parce qu'elle n'est pas normale, elle n'est pas conforme aux lois ou aux droits qui m'est accordé ». En tout cas, c'est plusieurs informations comme ça qu'il faut avoir avant de se rendre dans un centre de santé pour pouvoir être aguerri à toute éventualité. Merci infiniment, Maître Landry Couillot, pour votre partition et votre contribution à ce sujet ce jour. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie depuis 6h25. On se reverra demain. Bien sûr, et demain, rebelote encore avec un autre programme sur la chaîne qui rassemble. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à Konema Sanjay à la réalisation. Au revoir et à demain.